merci à tous. Très heureux de nous voir aussi nombreux ce matin. Très bel événement organisé par le CRDP. Merci énormément aux participantes qui ont accepté de nous éclairer de leur lumière aujourd'hui. Permettez-moi donc de les présenter très brièvement parce qu'on a une discussion très riche à avoir. Donc, je vais faire les choses assez brièvement. D'abord, professeur Christelle Cournil, qui est professeure de droit public à Sciences politiques Toulouse. Elle est membre du laboratoire des sciences sociales du politique, LASSP, et membre associé au IDPS de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris-Nord. Elle mène des recherches sur les liens entre les droits de l'homme et l'environnement et la justice climatique. Christelle Cournil a conduit des recherches doctorales sur l'impact de la politique européenne d'asile et d'immigration, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des autres textes relatifs aux droits de l'homme dans le droit des étrangers. De 2005 à 2006, dans le cadre d'un postdoctorat, bourse du Centre national d'études spatiales à l'Observatoire Midi-Pyrénées-Toulouse, elle s'est intéressée aux questions de gestion des ressources naturelles renouvelables, eau, en Afrique, anthropologie du droit, en collaboration avec Pierre Mazega. Elle est directrice du comité de la transition écologique de Sciences Po Toulouse. Quant à Maître Anne-Sophie Doré, qui est avocate, coordinatrice de la clinique juridique Centre québécois du droit de l'environnement, elle est titulaire d'un baccalauréat en affaires publiques, relations internationales de l'Université Laval, d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, ainsi qu'une maîtrise en droit de l'environnement, développement durable et sécurité alimentaire à l'Université Laval, Paris-Panthéon-Sorbonne et Assas. Maître Doré est membre du barreau depuis 2018. Elle a exercé à titre d'avocate au sein d'un service de recherche de la Cour supérieure du Québec. Elle a également occupé le poste de chargée de projet à Éducalois. Cet emploi lui a permis de développer une expertise en langage clair, en droit, et de se sensibiliser à la nécessité de la vulgarisation juridique pour que les citoyens soient informés de leurs droits. Au CQDE, Maître Doré s'occupe notamment des dossiers de réforme législative et réglementaire, des projets de recherche, de la clinique juridique ainsi que du projet Obitaire. Finalement, Maître Anne-Julie Asselin, avocate chez Trudel Johnson L'Espérance, est avocate donc titulaire d'un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales et d'une maîtrise en common law et droit transnational. Elle est spécialiste de recours collectif en droit dans l'environnement au Québec et dans les autres provinces. Elle a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada dans le cabinet de l'honorable Richard Wagner, avant de rejoindre le cabinet Trudel Johnson et l'Espérance, où elle représente des groupes de citoyens affectés par la pollution industrielle, notamment les dossiers de la mine d'or Canadian Malartic en Abitibi et de l'usine de peinture Anacolor à Cap-Rouge. Alors, donc, je vais demander à professeur Cournil de commencer par une présentation qui va, disons, poser les jalons principaux de la réflexion et par la suite, Maître Asselin et Doré pourront amorcer et présenter la situation peut-être dans le cadre canadien avec des exemples un peu plus précis. Mesdames, la table est à vous. Je vous invite à commencer, professeur Cournil. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai un PowerPoint à vous diffuser pour que ce soit plus interactif. Et si c'est possible, je ne peux pas pour l'instant le partager parce qu'on me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Si c'est possible. Alors, professeur Cournil, je ne suis pas l'animateur, donc je ne suis pas en mesure de vous donner l'accès. Par contre, Sylvain est certainement... Oui, je vous ai mis co-host, alors vous devriez avoir l'accès, la possibilité. Je suis sur... Ah oui, ça y est. Oui, super. Ça y est. Et si c'est possible de le faire aussi à l'avance, Sylvain, pour Maître Doré et Asselin, ce serait parfait. Est-ce que vous voyez tous mon diaporama? Oui. C'est bon. Parfait. Merci, je démarre et je vous remercie pour cette invitation et je me réjouis qu'il y ait autant de monde aujourd'hui sur ce séminaire et je suis ravie de pouvoir partager
à la fois mes recherches, et c'était une petite présentation que je voulais faire aussi sur qui parle, et depuis quand je travaille sur ces enjeux, et aussi me situer, aussi, pas uniquement d'un point de vue académique, pour que vous preniez conscience aussi de l'engagement dont je suis maintenant très actée dans ce contentieux climatique. Alors, je travaille depuis quelques années, vous le disiez, sur le lien entre droits de l'homme et environnement à travers les questions de justice climatique, aussi à travers de travaux que j'ai menés sur la protection des déplacés climatiques. Et nous sommes avec Sandrine Maljean, donc directrice de recherche au CNRS en France, en train de travailler autour d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle ProClimex. L'objectif de ce travail, et vous le verrez peut-être au travers de ma présentation, c'est aussi de réfléchir à la place de l'expertise, des expertises, je devrais dire, dans ces contentieux climatiques, comment des expertises de différentes natures, citoyennes, académiques, des praticiens du droit, mais évidemment de la science du climat, comme une sorte de laboratoire, font évoluer ces contentieux climat. J'ai également un investissement associatif, puisque j'ai commencé à faire ce travail sur les contentieux climatiques par du terrain, en essayant de faire de l'observation participante dans une ONG qui venait de se créer et qui avait pour ambition de mener le premier contentieux climatique en France. Et c'est l'association Notre Affaire à tous. Et de fil en aiguille, je suis passée de la participation observante à une forme d'intégration de conseils au sein de l'association avec d'autres. Et j'ai rejoint notamment le collectif de juristes de l'affaire du siècle qui ont participé à l'écriture du recours contre l'État, et je vous en dirai davantage. Donc, je suis un petit peu sur cette double casquette, et il me semblait utile de vous le préciser. Alors, je voulais aborder deux points. Un premier point très, très pratique, très rapide, qui consiste à revenir sur un petit peu le contexte d'émergence des procès climat et comment la France, finalement, s'inscrit dans ces procès climat menés de par le monde. Et juste pour bien ancrer la dynamique contentieuse, et vous le verrez, les circulations que l'on constate, évidemment, entre ces procès menés sur aujourd'hui tous les continents du monde. Avant de traiter plus en détail la typologie des procès climatiques en France. Une typologie que je vous propose, qui est évidemment discutable, mais qui me permet de rentrer peut-être plus clairement dans ce contentieux, en m'apesantissant très clairement sur quelques recours, le recours que je connais mieux et que j'ai vu de l'intérieur. Et je serai à même, évidemment, de préciser les choses en fonction de vos questions. Alors, d'abord, la contextualisation. Qu'est-ce qu'un procès climatique? Alors, la doctrine américaine a essayé de poser une définition très résiduelle, un peu tautologique, qui renvoie en fait à l'ensemble des litiges, qu'ils soient portés devant une juridiction administrative, judiciaire, etc., et qui, dans les questions que ce litige pose, traite finalement des causes, des effets de la politique du changement climatique. Donc, on voit bien qu'on glisse d'une catégorie de procès qu'on connaissait bien, les grands procès environnementaux sur des dommages, résultant de dommages, à des procès, on va le voir, qui vont cibler finalement un secteur qui peut apparaître assez réducteur, un secteur lié finalement à l'atténuation des gaz à effet de serre, mais pas uniquement. En fait, cette catégorie des procès climatiques va s'élargir avec des procès touchant les questions d'adaptation, de déforestation, de catastrophes climatiques, de financement climatique. On voit aussi que ces procès, ils ne vont pas avoir du coup un destin très intéressant au plan international, et qui vont se reconfigurer très clairement au plan national. Alors, c'est peut-être en train de changer, mais on pourra en discuter. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'a pas de procès international sur ces questions climat. Il y avait eu des annonces, notamment de l'État-nation insulaire, qui n'a pas donné lieu à des poursuites en 2002.
On a également la République des Palaos qui avait tenté l'idée de saisir l'Assemblée générale des Nations unies à vue de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice en 2011. C'est en train de revenir avec l'initiative de Vanuatu. Mais voilà, on n'a pas même un avis consultatif sur cette question, sur ces questions de responsabilité des États en matière climatique. On a eu des échecs également portés par les pétitions inuits devant le système interaméricain des droits de l'homme. Donc, on a une émergence très intéressante, surtout d'abord aux États-Unis, puis en Australie, de contentieux nationaux. Et surtout, quelques victoires, beaucoup de contentieux qui sont menés avec des échecs, mais quelques victoires très emblématiques qui ont circulé partout dans le monde. Et donc, la France, comme d'autres pays, ont saisi la balle au bond. Et alors, la société civile, on va le voir, des autorités infranationales vont participer en France à construire les contentieux climatiques. Et notamment, après la victoire d'Urgenda, la victoire des Pays-Bas dès 2015, 2018-2019, sur cette temporalité, on peut dire que les contentieux climatiques naissent véritablement en France. On peut dire que ces contentieux en France, finalement, ils ne s'inscrivent pas tellement dans la première génération des contentieux climatiques qui avaient été identifiés par les collègues australiens, qui concernent plutôt les contentieux nationaux classiques autour de décisions gouvernementales par exemple de la planification climatique ou sur des décisions d'autorisation de grands ouvrages, particulièrement carbonés. Mais au contraire, la France s'inscrit vraiment dans ces procès, je dirais post-Urgenda, les procès qu'on qualifie de procès systémiques. Et également dans les procès qui vont se servir du précédent développé par l'affaire Urgenda, avec un fort argumentaire droits humains, avec, on verra, pas tellement de réussite en France de ce point de vue-là. En revanche, c'est clairement des procès stratégiques qui vont se développer en France et qui vont s'inscrire dans la dynamique d'Urgenda. Alors, si on prend la base de données que nous propose Sabine Santerlo, on voit que effectivement en France, il y a 23 cas qui sont identifiés pour la France. Alors, par rapport aux 1500 contentieux et autres de par le monde, c'est effectivement pas beaucoup, mais pour un État européen, ça commence à faire. Et ce qui est intéressant en France, c'est de voir la diversité d'abord des juridictions saisies et ensuite des questions posées avec, je pense, une continuité avec ce qui se fait de par le monde. Donc, beaucoup d'imagination à mon avis, chez les requérants en France, à se saisir, à exporter, à expérimenter finalement du contentieux mené ailleurs, voire initier des contentieux un peu inédits pour finalement avoir des avancées concrètes sur le plan judiciaire en France. Alors, si on devait distinguer les contentieux, on peut dire qu'il y en a de deux types, les contentieux contre les États, contre les entreprises. Il y a très peu de contentieux contre les entreprises. En France, on en a quelques-uns et des contentieux assez intéressants, j'y reviendrai. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que les juridictions administratives, je vous le disais, sont saisies progressivement sur une temporalité qui date en gros de 2007 à 2022, là tout dernièrement. Alors des contentieux, je dirais, de première génération qui n'ont pas trop occupé des réflexions doctrinales au départ en 2007, 2010. Et puis progressivement, le Conseil d'État, la Cour de cassation, même la Cour de justice de la République va être saisie, avec des résultats d'ailleurs très différents selon les affaires. Et puis des juridictions plus localisées avec le tribunal administratif, le tribunal judiciaire aussi de Paris et la cour administrative de Bordeaux sur des contentieux plus ciblés. On le verra si on a le temps à la fin de cet exposé, sur notamment en direction des recours contre les activistes poursuivis en France. Mais également, ces contentieux climatiques sont, je dirais, complétés
d'actions tout à fait intéressantes, non négligeables, qui disent déjà quelque chose sur l'approche un peu par capillarité de toutes les autorités, finalement, qu'elles soient judiciaires ou administratives, ou autorités administratives indépendantes, finalement, d'aller essayer de poser les questions pertinentes devant ces autorités administratives indépendantes. Et je pense, par exemple, à des questions qui ont été posées sur les allégations publicitaires devant le jury de déontologie publicitaire de France, devant l'autorité des marchés financiers, ou encore la commission d'accès aux documents administratifs, où des questions essentielles de transparence en matière climatique sont posées. Alors, donc, on peut retrouver cette typologie de procès en France avec donc, les premiers procès de première génération dont je vous parlais à l'instant, ceux qui ont été portés dans le cadre du contrôle a priori devant le Conseil constitutionnel, le contrôle de la constitutionnalité de la loi avant qu'elle rentre en vigueur, ou par le biais de QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui consiste à interroger voilà, la taxe carbone, la transposition du mécanisme marché carbone européen ou l'attribution de quotas. Mais ce n'est pas tellement ces procès qui sont les plus intéressants aujourd'hui. C'est sans doute les deux premières catégories, à savoir les procès systémiques devant les deux ordres de juridiction, administrative et judiciaire, qui consistent, en gros, pour les deux premiers procès, l'affaire du siècle et l'affaire Grand-Sainte, de poser une question essentielle qui consiste à interroger en fait la trajectoire de réduction de gaz à effet de serre, la trajectoire que je qualifierais climatique de l'État français. Donc c'est en ça que c'est un procès systémique et d'interroger finalement les politiques publiques mises en œuvre en France. Et puis le deuxième procès mené par un certain nombre de collectivités territoriales et d'ONG qui consiste à faire finalement un petit peu la même chose en interrogeant cette fois-ci les plans de vigilance d'un certain nombre de carbon majors et d'une banque. D'autres procès, le procès contre le greenwashing climatique, le premier procès en France qui, pour l'instant, à ma connaissance, a été tenté dans quelques pays en Europe, mais je crois aux Pays-Bas, puis en Australie, mais finalement, je pense que c'est typiquement des procès qui vont se développer au regard notamment des allégations que portent un certain nombre de carbone majors qui se sont investis dans des mesures de réduction de gaz à effet de serre et qui communiquent et dont les communications sont discutables au regard des actes. Et troisième type finalement de procès, c'est les procès contre les projets locaux climaticides, des projets moins connus, mais intéressants parce que souvent techniques, et on le verra là encore, qui interroge et pousse le juge à finalement mettre des lunettes climatiques sur des études d'impact, des projets d'urbanisme qui peuvent être discutés sur du temps long et qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et enfin, les procès menés contre les activistes, sans doute les plus nombreux, sur lesquels je m'appesantirai assez peu. Alors, les premiers procès systémiques contre l'État, c'est la double affaire, affaire du siècle et commune de Grand-Sainte. Alors, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance sur ces deux affaires, donc je vais quand même rentrer un petit peu dans le détail. D'abord, l'affaire du siècle, qui a été sans doute la plus médiatisée parce que lancée en grande pompe avec une pétition en pleine crise des Gilets jaunes sur fond de tensions sociales importantes en France. Le lancement en fait de ce qu'on a appelé la demande préalable indemnitaire, qui est une procédure de liaison de contentieux, a été accompagné d'un petit clip vidéo et d'un espace Internet pour aller signer une pétition avec plus de 2 millions de signatures en moins de 48 heures. Et ça fait de cette affaire, du lancement de cette affaire en tout cas, et en France, donc la pétition la plus signée en France de tous les temps. Donc elle a marqué en termes de communication effectivement un temps fort qui a permis de joindre les deux questions, justice sociale, question posée par finalement les Gilets jaunes autour de la taxe carbone, et justice climatique, c'est-à-dire 2 millions de personnes qui soutenaient implicitement le recours, qui consistait à lancer un procès en responsabilité, plein de contentieux, devant le tribunal administratif de Paris.
Donc, ce sont 4 associations, donc Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, qui vont préparer finalement une demande préalable indemnitaire comme un outil juridique classique, mais également comme un plan de communication politique qui lance finalement le premier contentieux stratégique, systémique en France. Alors, à cette époque-là, le recours a été quand même assez discuté, notamment en doctrine, avec beaucoup de sceptiques qui estimaient que ça serait très difficile de mener ce type de recours en France. Le deuxième recours qui va partir de façon concomitante, c'est un recours qui est porté par la commune de Grande-Synthe, avec une figure emblématique qui est son ancien maire, Damien Carême, qui est également donc, un député européen, désormais, très investi puisque membre de l'Europe Écologie Les Verts, et l'objectif étant de mener cette fois-ci un recours pour excès de pouvoir devant donc, le Conseil d'État. Alors d'ailleurs, ça n'a pas été uniquement cette action qui a été faite à ce moment-là, en 2018. Donc d'abord, on a démarré par un recours gracieux auprès du ministre de l'Environnement. La non-réponse a été finalement attaquée devant le Conseil d'État, mais cette action a été doublée d'un référé expertise qui finalement a été abandonné devant le tribunal de Lille. Et à ma connaissance, c'était assez peu fait dans les contentieux climatiques. C'était l'idée d'aller saisir un expert pour aller qualifier, confirmer finalement la vulnérabilité de la ville de Grande-Synthe, qui est au nord de la France, et particulièrement sujette à la question de la submersion marine et en raison de l'augmentation du niveau de la mer. Et donc, ça fait finalement un très beau cas d'école sur une collectivité territoriale menacée dont le maire revendique plus d'actions de la part de l'État. Et c'est là que démarre finalement le storytelling et ce film avec, vous allez voir, des acteurs principaux et des acteurs secondaires qui vont faire progresser et lier en fait les deux contentieux qui nous occupent en France depuis finalement décembre pour Grande-Synthe, décembre pour l'affaire du siècle, donc depuis presque 3 ans. Alors, pour les protagonistes principaux, les rôles principaux, c'est effectivement les 4 ONG, donc activisme fort de 4 ONG qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui n'avaient pour certaines, pour Oxfam ou la Fondation Nicolas Hulot, aucune envie d'aller, aucun plaidoyer traditionnel de recours juridique, qui se saisissent de l'arme du droit pour aller avancer sur le terrain à la fois politique et juridique. On a également sur le terrain politique des éléments intéressants puisqu'on a 2 finalement ministres de l'Environnement qui sont impliqués dans les recours par leur nouvelle fonction. Cécile Duflot étant directrice générale d'Oxfam désormais, et puis Corinne Lepage, ancienne ministre, a repris son rôle d'avocate et va conseiller Damien Carême et la ville de Grande-Synthe dans cette affaire, et 2 élus en campagne électorale, puisque Marie Toussaint, à l'initiative du recours pour Notre Affaire à tous, et Damien Carême vont aussi être dans ces 2 affaires, tout en étant dans des campagnes européennes. On aura aussi Maître Huglot, un célèbre avocat français qui a été sur beaucoup d'affaires et de procès environnementaux, qui va conseiller effectivement le maire Carême. Et puis un collectif de juristes avec une formation, je dirais, pluridisciplinaire, à la fois des praticiens, donc avocats, des académiques, dont je faisais partie, et puis des juristes d'associations qui vont travailler à la fois sur les stratégies contentieuses depuis finalement 3 ans et également les stratégies de communication qui prennent une place significative dans ces procès systémiques. Et on va avoir également des tierces interventions, c'est donc des seconds rôles, par exemple des villes, la ville de Paris, la ville de Grenoble, qui vont se joindre au procès de Grande-Synthe, et le collectif de l'affaire du siècle,
qui va se joindre également au procès de Grande-Synthe, en apportant des éléments nouveaux au fur et à mesure du procès. Et de la même façon, dans le contentieux affaires du siècle, on va avoir des associations qui ont des points importants à démontrer sur les politiques publiques, par exemple en matière d'agriculture, en matière de logement pour la Fondation Abbé Pierre, le collectif, la Fondation, la FNE qui va apporter des éléments sur la pollution de l'air. Et toutes ces tierces intervenantes vont évidemment apporter de l'eau au moulin et des écritures très, très riches, tout à fait intéressantes, qui vont être appréciées par le juge administratif, Conseil d'État ou tribunal administratif de Paris. Dans cette affaire, on a 4 actes dans ce storytelling judiciaire. Les 3 premiers actes ont été actés. Le temps d'abord de l'argumentaire juridique et la reconnaissance finalement d'une obligation, du désir de faire reconnaître une carence fautive sur la base d'une obligation générale de lutte climatique en France. Dans un deuxième temps, ça va être le travail du juge confronté à finalement des écritures qui vont consister à montrer qu'il faut évaluer les politiques publiques devant un juge, dans le spectre aussi du respect de la séparation des pouvoirs, pas évidente. Troisième temps, ça va être la condamnation de l'État par les 2 juridictions et les mesures d'injonction qui vont être désignées. Et désormais, on est rentré dans le temps du suivi de l'exécution des décisions de justice et donc de ces mesures d'injonction. Alors, sur le fond, la requête de l'affaire du siècle, tout comme d'ailleurs l'affaire Grande-Synthe, puisque les écritures ont été partagées, pour faire très, très schématique, on a d'abord eu l'objectif de défendre un certain nombre de fondements juridiques qui consistent, quand on démarre la démonstration d'une carence fautive de l'État, il faut encore montrer qu'il existe une obligation générale de lutte contre les changements climatiques dans le droit pour démontrer ensuite sa violation. Et le premier effort théorique qu'il a fallu faire et que les parties ont réalisé, c'était effectivement de documenter cette obligation générale de lutte au regard évidemment du droit international, du régime international qui s'est construit au fil des années, l'accord de Paris évidemment, le protocole de Kyoto, la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la construction aussi du droit de l'Union européenne en matière climat et des paquets qui ont été construits législatifs depuis une quinzaine d'années. Et puis le cadre national qui est censé évidemment réceptionner l'ensemble du droit supranational avec donc un effort, en tout cas dans les écritures des parties, de démontrer qu'il y avait cette obligation générale de lutte contre les changements climatiques avec, je dirais, en gros l'acquis du droit climatique et également une base, un socle commun en essayant de démontrer finalement un argumentaire aussi lié sur les droits de l'homme. On y reviendra. Et donc, également, l'objectif ici, c'est de faire reconnaître des obligations qui découlent de cette obligation générale, des obligations spécifiques sur des domaines dédiés. Donc, en matière d'atténuation, de réduction de gaz à effet de serre, en matière d'efficacité énergétique, en matière d'énergie renouvelable et en matière d'adaptation. En fait, les 4 piliers, les 4 secteurs dans lesquels finalement l'État doit agir, proposer de la réglementation concrète pour tenir l'obligation générale de lutte contre les changements climatiques. Et à chaque fois avec le cadre réglementaire correspondant, soit qui n'a pas été adopté, soit qui était inefficace. Alors, dans les demandes de l'affaire du siècle, c'est un peu particulier puisqu'on est dans un recours du coup de plainte contentieux, l'objectif étant de demander une réparation des préjudices, donc le préjudice moral des associations, mais aussi un préjudice écologique, avec quand même un élément assez inédit là-dessus, j'y reviendrai. Et sur la demande ensuite, deuxième volet, il ne s'agit pas de s'appesantir de façon significative sur une réparation intégrale calculée, puisque la demande économique va être d'1 euro, mais c'est bien de profiter finalement de ce recours stratégique pour faire et demander une injonction d'agir finalement pour le futur, pour tenir la fameuse trajectoire des 1,5 degré. Alors l'esprit du recours, il s'inscrit dans une double dynamique entre, je dirais, innovation et continuité dans la tendance mondiale et avec des spécificités nationales,
Alors d'abord, il s'inscrit dans la tendance mondiale des autres recours. La doctrine a bien montré que dans les procès climatiques, se développait de par le monde donc, un argumentaire tout à fait intéressant qui utilise l'acquis du droit constitutionnel environnemental. Et notamment, donc, en France, nous avons une charte de l'environnement qui est dédiée à la question environnementale. Donc, c'était l'occasion d'aller tester la pertinence des articles de la charte au regard des enjeux climat. C'était également mobiliser ce qui avait été fait devant l'affaire Urgenda et d'autres affaires, notamment l'affaire suisse, l'affaire belge, mobiliser les droits fondamentaux avec les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et enfin, troisièmement, faire ce que tous les procès climatiques font, creuser très significativement et la preuve scientifique, et donc apporter au prétoire un certain nombre d'éléments factuels qui pourraient attester du dommage écologique en France pour derrière asseoir la demande de réparation d'un préjudice écologique. Et donc, les écritures montrent dans une partie factuelle, si vous avez l'occasion de regarder, pas mal de références évidemment aux travaux du GIEC, mais aussi de rapports nationaux, donc que l'État a demandé à ce que ces rapports soient produits, qui ont été notamment publiés par l'ONERC, et qui attestent des limites dans les différents secteurs. Vous avez également des spécificités nationales, évidemment, aux cultures juridiques françaises. Une des stratégies des écritures a été de demander aux juges de reconnaître un principe général du droit en matière climatique, puisqu'il n'y a pas eu de reconnaissance sur le sujet, en matière environnementale et encore moins en matière climatique. Et l'idée, c'était de reconnaître un recours de droit à vivre dans un système climatique soutenable, qui fait référence d'ailleurs à des travaux doctrinaux américains. Ensuite, l'objectif était de dire, finalement, aux juges administratifs, de dire, bon, vous avez déjà dans d'autres procès, notamment des procès en matière de santé environnementale, reconnu des carences fautives dans des grandes affaires de santé publique, notamment dans l'affaire de l'amiante, dans l'affaire environnementale des algues vertes, ou encore sur la pollution atmosphérique. Donc, finalement, cet effort de carences fautives, il faut le faire ici, dans le cadre plus complexe de changements environnementaux globaux, mais l'objectif étant finalement de s'inscrire dans cette dynamique existante sur les mêmes réflexes, et notamment une jurisprudence très importante qui a condamné l'État en matière d'amiante sur la carence fautive de sa réglementation. Et enfin, une des spécificités nationales, c'était de mobiliser le nouveau préjudice écologique consacré dans une loi depuis 2016, une loi sur la diversité biologique, qui a été donc intégrée dans le Code civil français et qui, a priori, n'a pas été forcément écrit d'abord pour être destinataire de l'État, mais bien pour des acteurs privés, mais de dire que ce préjudice écologique pouvait s'adresser également devant le juge administratif. Donc, vous le voyez, les attentes, elles étaient fortes en termes de stratégie juridique. Reconnaître une obligation générale, ce qui a été reconnu, reconnaître une obligation de vigilance environnementale qui découle notamment de la jurisprudence constitutionnelle, un nouveau PGD, je l'ai dit, la consécration du préjudice écologique devant le juge administratif, ce qui n'avait jamais été fait et demandé. Et ensuite, en termes de résultats, c'était avoir un jugement déclaratoire dans la même dynamique que l'affaire Urgenda, une injonction réparatrice pour le futur, préventive, rendre la réglementation plus efficace pour l'avenir et demander toute mesure utile qui pourrait tendre à une amélioration vers une trajectoire ambitieuse, plus compatible avec les travaux du GIEC. Alors, sur la décision du Conseil d'État, donc le Conseil d'État s'est exprimé d'abord sur l'accord de Paris en estimant qu'il n'y avait pas d'effet direct, mais ça c'est assez classique dans sa jurisprudence, et il a dépassé finalement cet effet non direct par une invocation d'interprétation de l'accord pour finalement accepter d'apprécier le cadre national, à savoir le Code de l'énergie, qui fixe
un budget carbone strict d'ici 2030, de réduire les émissions à moins de 40%. Donc, il fait vivre l'accord de Paris de cette façon-là. Il reconnaît par là même donc, une obligation de lutte contre les changements climatiques et va qualifier le décret qui fixe les budgets carbone de suspect d'une certaine façon, en disant que les efforts de réduction pour l'après 2030 restent discutables. Et il va donc temporiser en demandant à aller un peu plus loin au parti, et donc un nouveau temps va s'inscrire à ce moment-là. De façon quasi concomitante, 3 mois après, dans l'affaire du tribunal administratif, le tribunal administratif donc, de Paris va se servir de l'acquis de ce qui a été rendu dans le Conseil d'État, revenir sur cette obligation générale climatique qui est contraignante. La doctrine juridique était assez sceptique sur cette possibilité finalement de qualifier une obligation générale contraignante dans un contentieux de la responsabilité, ce qui est acté. Va reconnaître en creux la condamnation de l'État, reconnaître aussi la réparation d'un préjudice moral des associations à 1 euro, reconnaître aussi l'existence d'un dommage écologique qui est très bien listé dans le raisonnement du juge, et c'est donc tout à fait intéressant de voir que le juge administratif fait cet exercice-là. En revanche, il ne va pas jusqu'au bout de la demande sur le préjudice écologique. Notamment, les parties avaient écarté très rapidement la question de la réparation du préjudice écologique en nature, et au profit d'une réparation impossible dans une affaire aussi complexe, et avait finalement demandé la réparation du préjudice écologique à hauteur d'1 euro, mais demander finalement la réparation du préjudice écologique pour l'avenir, avec cette idée de mesures utiles, d'injonction pour le futur. Et là-dessus, le tribunal administratif va les suivre. Bon. En revanche, dans les 2 affaires, finalement, le point noir important, c'est finalement que les écritures des parties sur à la fois le principe général du droit ou sur les droits de l'homme et les changements climatiques vont être totalement écartées par les 2 juridictions. Et là encore, donc, dans cette décision, dans ce jugement du tribunal administratif, le tribunal va se donner 2 mois pour préciser finalement les choses. Donc, l'évaluation des politiques publiques va commencer, puisqu'il va falloir donc que les parties précisent, questionnent concrètement, démontrent la trajectoire fixée finalement par le grand document qui a été construit en France, la stratégie nationale bas carbone. Évaluer la crédibilité, identifier les manques, qu'est-ce que l'État aurait dû faire, comment a-t-il fait, est-ce qu'il a fait suffisamment, et ensuite essayer, et ça a été tout un défi dans les écritures des parties, essayer de documenter, le cas échéant, des mesures qui pourraient finalement réparer le préjudice écologique. Alors on va assister du coup à une bataille d'expertise dans cette phase, tout à fait intéressante. Alors, par exemple, dans l'affaire Grande-Synthe, les avocats ne vont pas du tout commander de rapport d'experts pour évaluer, regarder si finalement la stratégie nationale bas carbone et notamment le décret qui en découle permet de qualifier un décrochage ou non de la trajectoire. En revanche, l'État, lui, va faire appel donc, à un cabinet américain, le Boston Consulting Group, qu'il a mandaté notamment pour évaluer la loi climat qu'il était en train de rédiger à ce moment-là. Et le collectif de l'affaire du siècle va donc faire appel à des experts, le Carbone 4, qui est un think tank français qui travaille sur la neutralité carbone notamment, et qui va aider le contentieux à finalement faire une évaluation des politiques publiques. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, dans ce document, l'objectif étant de démontrer que tous les secteurs, que ce soit le secteur du bâtiment, de l'agriculture,
Les transports, par exemple, pêchent par une réglementation qui est soit insuffisante, non adaptée, ou qui n'est pas évaluée. Et dans cette partie, finalement, des écritures, il va avoir une demande tout à fait intéressante qui va être greffée, c'est celle de l'astreinte, qui va consister à accélérer le processus, à convaincre le juge qu'il faut désormais être beaucoup plus efficace sur la contrainte envers l'État et demander une astreinte par semestre ou jour de retard. Alors, suite à ça, le Conseil d'État se reprononce et donc rend la décision en estimant qu'il y a donc une carence fautive. Le tribunal administratif confirme également qu'il y a décrochage et qu'il y a un préjudice écologique et il va rentrer dans une analyse très quantitative puisqu'il va même proposer un quantum qui qualifie le nombre de gaz à effet de serre, enfin de mégatonnes de gaz à effet de serre qui constituent le préjudice écologique par un calcul savant. Et il va donc ordonner que l'on compense d'ici le 31 décembre 2022 ce préjudice écologique à hauteur de 15 mégatonnes de CO2 d'ici le 31 décembre. Et vous l'avez compris, donc cette phase se termine et vient de se terminer, et donc les associations ont relancé, d'ailleurs sur les deux aspects, que ce soit la commune de Grande-Synthe par les écritures des parties ou dans le tribunal administratif, les deux procès sur le suivi à exécution sont relancés. Alors justement, on rentre donc dans ce temps difficile qui est le suivi de l'exécution des décisions. Comment vérifier que les mesures qui ont été adoptées depuis 9 mois, depuis 12 mois par l'État remettent l'État dans une bonne trajectoire au regard de l'effort qu'il faut fournir. Et est-ce que ces mesures qui ont été adoptées, que ce soit par le biais de la loi climat-énergie, ou plutôt la loi résilience-climat, la dernière loi, est-ce que du coup, ces obligations sont satisfaites et surtout, est-ce qu'on a compensé le préjudice écologique? Donc, il y a une bataille des chiffres qui est en train de démarrer et là, on retombe aussi sur un travail d'expertise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? D'abord, c'est que ces procès ont généré, je dirais, des conséquences politico-juridiques assez inédites. D'abord, elles ont permis d'accélérer l'agenda politique indéniablement en France, notamment sur les grands outils de planification climatique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone numéro 2, la 3 est en préparation. On a eu également, vous le savez peut-être, un grand débat national en France à la suite de la crise des Gilets jaunes. Et puis, une convention climat qui a été inventée, proposée par le président Macron, 146 propositions qui en ont découlé et qui ont servi à alimenter une loi, alors partiellement alimentée, une loi qu'on appelle la fameuse loi CCC, Convention climat, qui a été adoptée en 2021 et qui a coévolué avec le contentieux en cours. Et donc, l'action du législateur a été discutée d'une certaine façon devant les prétoires. On a même eu un projet de révision constitutionnelle qui consistait à insérer la lutte climatique dans l'article 1er de la Constitution qui finalement a été abandonné, et toute une série de décrets, notamment sur les budgets carbone qui ont été actés. Alors, on a dernièrement aussi eu un nouveau procès qui s'est intenté devant la Cour de justice de la République, porté par quelques personnalités, avec pour objectif d'aller un tout petit peu plus loin, évidemment, de se saisir de cette condamnation, de la carence fautive de l'État, pour aller dans une démarche de pénalisation des ministres en charge des questions. Bon, ça n'a pas abouti avec une recevabilité qui a été actée en 2021. Il me reste 3 minutes pour vous parler des 2 recours systémiques contre les acteurs privés. C'est donc un recours qui a été intenté par 13 collectivités territoriales, 4 ONG,
qui ont interpellé Total, Carbon Major, en 19e position la plus émettrice, qui serait en 19e position la plus émettrice de par le monde. Et ça résulte du fameux rapport HEAD qui montre et qui hiérarchise les émissions de gaz à effet de serre, non plus par pays ni par habitant, mais bien par émetteurs, acteurs privés. Et l'objectif de cette affaire Total, c'est vraiment d'importer ce qui s'est fait aux Pays-Bas dans l'affaire Shell en France, avec pour objectif d'utiliser d'abord une loi très importante adoptée en 2017, qui a été longtemps unique au monde, qui consistait à demander un certain nombre de grandes sociétés à identifier et à se conformer à un devoir de vigilance, et donc en proposant des plans de vigilance qui identifieraient justement les risques, la prévention de ces risques au regard des droits humains et de l'environnement. Et donc, les requérantes ici ont concrètement discuté la cartographie proposée par la cartographie des risques, des actions d'atténuation proposées par la Carbon Major, en saisissant le tribunal judiciaire après une mise en demeure. Donc, pour l'instant, on n'a pas de discussion au fond, puisque Total a démarré le procès en discutant la compétence, tout simplement, du tribunal judiciaire, en préférant la compétence du tribunal commercial. Pour l'instant, il a perdu cette discussion, et donc on aura vraisemblablement un jugement au fond en courant 2023. Et on a exactement le même recours qui a été intenté là en 2022 avec une mise en demeure, qui ne s'adresse pas au plan de vigilance de Total, mais désormais d'une banque, la BNP, sur finalement l'investissement climaticide auquel se serait engagée la BNP dans son activité classique, et la nécessité de réorienter finalement son business model au regard de l'urgence climatique. Enfin, dernier recours, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui consiste à faire cesser le greenwashing climatique. C'est de nouveau un recours contre la Carbon Major Total, qui est porté également devant le juge judiciaire, cette fois-ci par 3 ONG, donc Greenpeace, Amis de la Terre et Notre Affaire à tous, avec toujours cette même idée d'aller discuter finalement les allégations, là pour le coup les allégations climatiques de Total, mais sur le volet non pas du devoir de vigilance, mais finalement du droit de la consommation, en lui demandant de faire cesser ces pratiques commerciales trompeuses. Donc, toute la partie finalement factuelle du recours, ça a été de montrer les objets de communication de Total, de montrer, je ne sais pas, ça avait des tweets de communication de l'entreprise au plan et à la trajectoire affichée par Total Energy, et finalement de demander au juge qu'il apprécie les calculs proposés par la multinationale, les stratégies aussi d'efficacité, de solutions proposées par Total pour aller proposer une trajectoire plus neutre en carbone, et notamment discuter les solutions de stockage de carbone, le technosolutionnisme que propose la Carbon Major. Avec tout un outil de communication qui ressemble finalement au devoir de vigilance ou à la carence fautive de l'État dans l'affaire Grand Sainte ou l'affaire du siècle, qui consiste à ici mettre en scène finalement le consommateur qui a besoin d'avoir des informations fiables sur un groupe qui s'inscrit dans une dynamique de trajectoire de réduction de gaz à effet de serre, mais une trajectoire qui doit être conforme finalement à la réalité. Voilà, je m'arrête là. J'avais peut-être en guise de conclusion 2 encore ou 3 transparents, mais je pourrais y revenir au moment de la discussion. En guise de conclusion, peut-être, juste 1 minute en vous évoquant finalement les points forts de ces contentieux. D'abord, vous l'avez compris, ce sont des contentieux stratégiques qui utilisent l'arme du droit, qui fait appel à des citoyens, à la société civile qui se professionnalise
qui va chercher des compétences juridiques, et c'est plutôt bon signe, c'est un bon signe dans un état de droit, avec des questions juridiques essentielles autour de l'agrégation d'une obligation de lutte climatique qui est reconnue et qui peut servir finalement dans un tas de contentieux climatiques à venir. L'entrée du préjudice écologique devant le juge administratif, et donc l'État est redevable de ce préjudice écologique. La question de la vigilance environnementale, climatique, qui ne fait que commencer aujourd'hui, à mon sens, et le boulevard qui est en train de se dégager aussi sur les acteurs systémiques, les acteurs privés, qui doivent se conformer aussi à des allégations climatiques fiables et non mensongères. Donc on voit ici que le juge administratif, récemment a rendu une décision qui commence à cranter un certain nombre de points dans une gouvernance qui est, vous le savez, internationale, européenne, qui est polycentrée. Et en France, on a un juge qui se saisit très clairement de ces questions. Et ça, ce sont évidemment des points forts. Les points faibles, il y en a quelques-uns. C'est que, vous l'avez compris aussi, c'est des procès extrêmement techniques, pas toujours bien compris par le grand public, d'autant que les résultats ne sont pas des résultats tangibles. Il n'y a pas de reconnaissance d'astreinte encore. On demande des comptes, mais c'est souvent abstrait pour le grand public. Et puis, finalement, l'absence de résultats tangibles, finalement de résultats très techniques, peut décevoir. Et d'autant que l'arme du droit et l'arme du procès est un peu la dernière arme, après des négociations internationales très abstraites qui ont écarté le citoyen dans la gouvernance globalement. Le juge apparaît comme le dernier rempart, parfois avec de la déception. Et je dirais qu'il y a en France pas de procès de victimes encore. On n'a pas des enfants qui ont saisi les prétoires, on n'a pas des guides de haute montagne, des agriculteurs, des viticulteurs, des personnes âgées ou autres qui se sont saisis des prétoires pour aussi ajouter à l'argumentaire et à la cause climatique une figure humaine incarnée. Nous n'avons pas ça en France, très clairement. Ça reste encore abstrait dans l'imaginaire populaire. Et dans ces procès, enfin, on n'est pas sur une discussion frontale de l'objectif climatique. On discute les trajectoires, mais l'objectif climatique que la France a fixé n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Il est dépassé. Il n'est pas à la hauteur des derniers rapports du GIEC 2021-2022, et il reste câblé sur l'accord de Paris qui est dépassé. Donc, il y a un vrai effort supplémentaire à fournir en France, à mon sens, de ce point de vue-là. Et donc, à ce titre, on a, avec notre affaire à tous, déposé une amicus curiae devant la CEDH pour aller éclairer le juge européen, vous le savez, qui va recevoir un certain nombre d'affaires climatiques bientôt, pour le pousser à aller plus loin dans la discussion de l'objectif climatique dans les procès climatiques en Europe, puisqu'il y a un changement d'échelle désormais des procès climat qui seront évalués par le juge européen des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci énormément, professeur Cournil. C'est extrêmement riche, extrêmement stimulant comme présentation, comme réflexion, très, très apprécié. En fait, du début, en partant de la définition jusqu'aux typologies, à la fois des procès eux-mêmes et des trames narratives jusqu'aux différents types d'actions, tout ça est extrêmement intéressant. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu sévère, en tout cas vu de ce côté-ci de l'Atlantique, à l'égard des points faibles. Je serais très curieux de voir ce que Maître Asselin et Maître Doré en pensent. Il nous reste aux environs de 35 minutes pour finir cette présentation, cette discussion, Maître Asselin et Doré. En fait, je vous laisserai organiser le reste du temps comme vous le pensez, le souhaitez. En fait, initialement, ce qui était prévu, c'est d'avoir une présentation assez, en tout cas pas trop longue de la part de Maître Doré, puis suivie de celle de Maître Asselin pour déboucher sur une discussion. Voilà, donc je vous laisse organiser le reste du temps comme vous le pensez le mieux, afin de nous faire découvrir le volet québécois ou l'approche canadienne de ces questions-là. Oui, merci. Puis merci, professeur Cournil. C'est vraiment fascinant, puis ça donne beaucoup d'espoir, en tout cas, de voir ce qui se passe en France, puis plus généralement en Europe, parce qu'ici, on n'est pas encore
En tout cas, il reste du chemin à faire, on va dire. Donc, je vais commencer par vous parler de l'affaire environnement jeunesse que mon cabinet a piloté il y a quelques années. Puis, Maître Doré va prendre la parole ensuite là, pour vous parler d'autres affaires qui sont en cours, puis peut-être justement revenir avec cet espoir, puisque je pense que je fais pas de surprise à personne en vous disant que l'affaire environnement jeunesse, malheureusement, s'est terminée par une défaite et c'est ça. Donc, on n'a plus d'appel possible. On est allé au bout de ce qu'on pouvait faire avec ce recours-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on jette la serviette dans l'ensemble. Il y a beaucoup à faire. Puis, quelque chose que je retiens certainement de la présentation de professeur Cournil et qui était quelque chose dont je voulais vous faire part aussi, c'est l'importance de la créativité dans ces recours climatiques, ces procès climatiques, c'est-à-dire que, au contraire de beaucoup d'autres domaines de droit où il y a un client qui vient avec un problème très tangible et avec presque la loi qui veut faire appliquer. Ici, on arrive avec un problème qui est très global, très grand, et on se demande par quel bout on peut prendre ça, par quelle solution juridique on peut l'attaquer en cours. Puis il y a tellement de façons de le faire, c'est pas pour rien qu'on arrive avec plus de 1000 contentieux climatiques à travers le monde. C'est qu'il y a toutes sortes de façons de le faire. Puis, si cette façon-là, avec le recours en jeu, n'a pas fonctionné, ben, on va en prendre une autre. Donc, ce recours environnement jeunesse, ça a été débuté en novembre 2018. Donc, on le fait sous la forme d'une action collective, en ce qu'on appelait anciennement un recours collectif, au nom de tous les jeunes du Québec qui étaient âgés de 35 ans et moins. Et ce qu'on reprochait au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien, c'est premièrement d'avoir adopté des cibles de réduction des gaz à effet de serre qui étaient inadéquates, qui étaient insuffisantes donc, pour atteindre les cibles de 1,5 ou 2 degrés Celsius de réchauffement à l'échelle mondiale. Puis, deuxièmement, c'était aussi d'avoir mis en place des mesures qui étaient insuffisantes pour atteindre ces cibles qui étaient elles-mêmes inadéquates. Donc, ça, c'est ce qu'on lui reprochait, hein, sa négligence grossière par rapport aux cibles et au plan d'action. Puis, comment ça s'est articulé de façon en langage juridique? On l'a vraiment axé sur la violation intentionnelle des droits fondamentaux des jeunes, donc de toute une génération, à la fois sous la charte québécoise et la charte canadienne. Donc, à la fois, là, on parlait du droit à la vie, droit à la sûreté ou sécurité, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité qui est protégé donc par la charte québécoise, mais comme vous le savez, avec bien des tempéraments. Et on invoquait également le droit à l'égalité ou le droit de vivre sans discrimination en plaidant qu'il y avait une discrimination fondée sur l'âge pour différents motifs, mais entre autres, bien sûr, parce que les jeunes, ceux qui sont jeunes aujourd'hui vont devoir supporter un fardeau beaucoup plus grand que ceux qui sont aujourd'hui âgés, à la fois parce qu'ils vont vivre plus longtemps, mais aussi parce que l'effet des changements climatiques va se faire de plus en plus sentir, mais également parce que c'est démontré que les changements climatiques ont dès maintenant des impacts qui se font sentir de façon plus marquée sur les enfants. Donc, à ce moment-là, on ne va pas nécessairement toucher jusqu'à 35 ans, mais à tout le moins sur les enfants. Et les conclusions qu'on recherchait, il n'y avait aucun dommage compensatoire qui était demandé, même si, comme je vous disais, là, le préjudice commence à se matérialiser déjà. On ne voulait pas se lancer dans une guerre d'expertise sur la causalité. Ce n'était pas ça l'enjeu, en fait, qu'on voulait amener devant la Cour. Donc, on a plutôt demandé un jugement déclaratoire, déclarer que le gouvernement fédéral viole les droits fondamentaux des membres du groupe,
Ensuite, une ordonnance de cesser cette atteinte-là qui est rendue possible grâce à nos chartes. Hein. Un des droits qu'on peut un des recours qu'on a, c'est de demander la cessation d'une atteinte lorsque un de nos droits est violé. Puis, on demandait également des dommages punitifs de 100 $ par membre. Donc, on s'entend que c'est plutôt une somme symbolique. Et on ne demandait pas que cette somme-là soit distribuée à chaque membre, puisque avec plus de 3 millions là, de jeunes qui étaient couverts par le recours, on se rendait bien compte que c'était irréaliste. Mais l'idée, c'était plus d'avoir quelque chose de symbolique puis de dissuasif aussi pour que l'atteinte cesse. Et donc, au niveau des faits, on se disait que ce serait assez facile, voire une quasi-évidence, puisque les nombreux rapports produits par le gouvernement du Canada, que ce soit plutôt par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ou carrément Santé Canada. Santé Canada produit beaucoup de matériel, de rapports qui mettent en lumière les dangers qui nous guettent à cause des changements climatiques, à la fois ce qui se produit maintenant et ce qui risque de se produire si on continue sur la même trajectoire. Donc, on utilisait vraiment beaucoup de documents produits par le gouvernement lui-même, en plus, bien évidemment, là, des rapports du GIEC et d'autres autorités internationales. Mais tout ça pour dire que l'enjeu, pour nous, il était d'abord juridique et pas factuel. Donc, bon, de toute façon, on ne s'est pas rendu à procès où on aurait eu un débat peut-être plus factuel, mais ce n'était pas comment on avait envisagé le recours, ce n'était pas là qui résidait notre plus grand obstacle. Et c'est effectivement ce que le futur nous a prouvé, c'est-à-dire que on a pu uniquement plaider l'autorisation, notre demande d'autorisation du recours. Hein. Quand on fait une action collective, la première étape, c'est de passer par une autorisation où on doit démontrer qu'on a rempli 4 critères. Donc, le fait qu'on a des questions qui sont communes ou semblables pour les membres du groupe. Le deuxième, c'est que les faits qui sont allégués permettent d'arriver aux conclusions qui sont recherchées. Ensuite, de savoir si on ne devrait pas procéder autrement, notamment par jonction d'instances, de plusieurs instances. Et quatrièmement, si on a un représentant qui est adéquat. Et donc, on a plaidé cette affaire-là devant la Cour supérieure en juin 2019, devant le juge Gary Morrison. Et il a rendu son jugement à peine un mois plus tard, le 11 juillet. Et ce qu'on retenait de ce jugement-là, qui était même si l'autorisation ne nous était pas accordée, le fait qu'ils reconnaissent que le recours était justifiable pour nous, en soi, c'était une victoire assez importante et ça a été reconnu comme tel dans la doctrine en général, puis par d'autres recours là, qui étaient en cours dans d'autres provinces au même moment. Puis je pense que Maître Doré va peut-être vous en parler puisqu'il y en a certains de ceux-là qui se poursuivent encore aujourd'hui. Donc, le juge Morrison reconnaît que, à tout le moins, c'est suffisant pour passer le stade de l'autorisation sur la question de la justiciabilité. Puis, il le dit même dans les cas où c'est plutôt qu'il y a une inertie ou une inactivité de la part du gouvernement. Ça peut quand même avoir un effet d'accroître le danger d'atteinte à la vie ou à la sécurité des citoyens. Et dans cette mesure-là, donc, le cabinet, le gouvernement a l'obligation d'agir pour se conformer à la charte ou aux chartes. Et dans cette mesure-là, donc, le recours pour lui passait le seuil nécessaire au niveau de la justiciabilité. Un passage qui m'avait beaucoup interpellée et qui est bien appuyé par ailleurs en jurisprudence, mais c'est de dire aussi que les tribunaux doivent s'élever au-dessus d'un débat politique, puis qu'ils ne peuvent pas refuser d'agir lorsqu'il s'agit d'un débat qui concerne une violation des droits protégés par la Charte.
Et le seul fait que ça mette en cause, qu'un litige mette en cause des valeurs sociales, qu'on doit sous-peser plusieurs questions qui sont complexes, ne fait pas en sorte que les tribunaux là, peuvent s'esquiver d'exercer leur contrôle judiciaire sur ces décisions-là. Donc, pourquoi il n'a pas autorisé le recours? C'était plutôt des questions que j'appellerais techniques, c'est-à-dire qu'il a dit que la définition du groupe était arbitraire. Il a dit, mais pourquoi vous avez fixé ça à 35 ans? Pourquoi pas 20, 30, 40? Pourquoi pas 60 ans? En fin de compte, les changements climatiques, ça touche tout le monde et ça peut être n'importe quel âge. Pour nous, ça sous-estimait vraiment notre argument de discrimination. Et on avait bon espoir, donc, qu'en appel, ce serait renversé. Il nous reprochait également d'avoir inclus des mineurs, des personnes donc sous l'âge de 18 ans dans le groupe, en disant que le tribunal ne devrait pas pouvoir imposer à des millions de parents l'obligation d'agir pour que leurs enfants s'excluent d'une action collective si tel était leur souhait. Et enfin, il dit que le véhicule procédural du recours collectif n'était pas approprié et que c'était inutile, qu'une simple demande par une seule personne aurait eu les mêmes effets pour tout le monde. Alors, on a bien sûr porté cette décision-là en appel, en Cour d'appel du Québec. Puis, le jugement d'appel a été rendu le 13 décembre 2021 par les juges Beauclerc, Cottenham et Moore. Et ici, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que tout le débat, c'est un peu particulier parce que c'est nous qui en appelions de la décision du juge Morrison. Donc, évidemment, les motifs d'appel qu'on a fait ressortir, c'était plutôt sur les questions techniques que j'ai abordées rapidement, mais ça permettait tout de même au procureur général du Canada de faire valoir ses arguments sur la question de la justiciabilité. Donc, bien sûr, ils ont contesté nos moyens d'appel, mais ils ont aussi contesté l'analyse qu'avait faite le juge de première instance de la question de la justiciabilité. Et la décision de la Cour d'appel, pour ceux qui ne l'ont pas lu, porte en très grande partie plutôt sur cette question-là, sur la question de la justiciabilité. Et la Cour d'appel insiste beaucoup, en particulier sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur le fait qu'on ne conteste pas ou on n'attaque pas un texte de loi comme tel, mais plutôt l'inaction gouvernementale. Et pour la Cour d'appel, c'est, je reprends ces mots, le hautement problématique. Et donc, la Cour d'appel dit qu'on cherchait à forcer le législateur à agir sans indiquer précisément quelles actions il devait prendre pour se conformer, selon nous, à ses obligations en vertu de la charte. Donc, puisqu'on cherchait quand même une ordonnance de cesser l'atteinte, on ne précisait pas les ordonnances judiciaires particulières qui devraient être suivies. Donc, ça fait le lien aussi avec ce que disait la professeure Cournil, mais eux ont eu l'avantage de pouvoir le faire dans un deuxième temps. Ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, là, on nous a vraiment coupé l'herbe sous le pied à la première occasion en nous disant « Vous ne précisez pas ce que vous cherchez dans votre injonction. » Et donc, ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux tribunaux de dicter aux législateurs ce qu'ils doivent faire pour se conformer. Quelles sont les solutions qu'ils pourraient adopter. Et tristement, la Cour d'appel dit qu'il y a justement beaucoup, ce sont des questions complexes et que c'est le pouvoir législatif qui est le mieux placé pour sous-peser chacun des enjeux du réchauffement climatique sur d'autres aspects, là, que ce soit scientifiques, politiques, sociaux, donc sur la société. C'est pas la Cour refuse de se prononcer en disant ben nous c'est pas notre rôle essentiellement. Donc l'appel a été rejeté, on a fait une demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême du Canada, puis elle a été rejetée en juillet dernier, le 28 juillet 2022. Il met là, un terme pour nous à ce recours-là. Donc
il y a quand même, je veux dire, d'autres recours qui se poursuivent. Maître Doré va vous en parler. Mais pour moi, ça me ramène quand même à cette idée-là je pense que le professeur Cournet l'a très bien décrit, c'est-à-dire contentieux de première génération, contentieux de nouvelle génération. On essaie d'aller justement là-dessus en allant vers un procès plus systémique et ça a échoué. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on devrait revenir plutôt à des contentieux de première génération? Le procès contre le greenwashing climatique, c'est quelque chose qui est une idée avec laquelle qu'on explore en ce moment. Je pense qu'en droit de l'environnement, moi, j'ai toujours perçu ce droit-là comme étant une application, en fait, de plusieurs autres domaines de droit, hein, que ce soit le droit pénal, le droit administratif, les droits fondamentaux. Et donc, pourquoi pas effectivement faire appel au droit de la protection du consommateur? Je pense que c'est une idée qui serait très porteuse. Donc voilà, j'ai fait vite pour laisser du temps à Maître Doré, mais si on a du temps pour des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Maître Asselin. Maître Doré, à vous la parole. Oui, merci. D'abord, merci aussi à la professeure Cournil pour cette présentation très intéressante. Donc, en fait, oui, je vais faire vite pour quand même laisser la place à quelques questions là, pour que les gens puissent interagir aussi avec nous. Mais la décision que je vais vous présenter en premier lieu est en ligne directe avec ce que Anne-Julie Maître Asselin vient de présenter. C'est la décision, en fait, le dossier, devrais-je dire, Mature contre Ontario. Et vous excusez mon accent très francophone quand je parle des demandeurs. Donc, dans ce cas-ci, c'est très similaire, en fait, là, aux questions qui sont posées quand même par le dossier d'enjeu, en ce sens que on se base sur des questions, encore une fois, de droits et libertés, donc des questions de charte. Dans ce cas-ci, c'est 7 jeunes Ontariens qui poursuivent le gouvernement de l'Ontario parce que les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas suffisamment ambitieuses, en fait, pour respecter les droits et libertés. En fait, c'est qu'il y avait eu même une diminution des cibles qui avaient été adoptées par le précédent gouvernement. Donc, le nouveau gouvernement a diminué ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Donc, le dossier a commencé en 2019, donc il a été déposé en 2019. Il y a eu des contestations, mais avant d'en arriver là, je vais vous présenter rapidement finalement les fondements là, de la demande et les conclusions qui sont recherchées. Donc, en fait, justement, comme je l'expliquais, les fondements, c'est vraiment cette modification-là qui avait été apportée là, par le gouvernement aux objectifs climatiques. Donc, ces 7 jeunes-là estiment que ça brime les droits et libertés fondamentaux de l'ensemble des Ontariens, notamment là, parce que finalement, en raison des effets des changements climatiques, il y aurait une augmentation des maladies, entre autres pulmonaires respiratoires. Mais c'est un argument, disons, de base. Là, ça présente rapidement le portrait de la situation, mais pour en arriver finalement davantage aux aspects juridiques, c'est de la même manière que ça a été présenté par l'action collective de Enjeu, c'est les articles 7 et 15 de la Charte canadienne, donc le droit à la vie et le droit à l'égalité qui étaient au soutien là, finalement de cette prétention-là de base. Et il y avait notamment, il y a l'argument dans ce dossier-là que l'article 7, pardon, donc le droit à la vie, inclut aussi un droit de vivre dans un système climatique stable. Donc, ça fait partie là, des prétentions des demandeurs. En fait, on demande dans ce cas-ci à ce que ce soit évidemment des conclusions d'ordre déclaratoire, donc notamment là, de déclarer justement qu'il y a violation de ces droits-là, mais aussi de déclarer qu'il y a violation du principe non écrit de la Charte canadienne, que le gouvernement ne doit pas poser un geste qui peut raisonnablement entraîner un préjudice à la population. Donc, il y a cet élément-là, disons, là, qui distingue là, cette action judiciaire-là. Et bien, il y a aussi une conclusion là, à l'effet d'ordonner au gouvernement d'adopter des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient basées sur la science. Donc, d'un point de vue davantage procédural, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier-là? Donc, comme je viens de vous le mentionner, il a été déposé en 2019. Il y a eu une contestation de la part du gouvernement à l'effet qu'il devrait y avoir un rejet immédiat là, du recours pour plusieurs motifs, mais évidemment, il y a la question de la justiciabilité
du recours aussi qui a été remis en question par le gouvernement d'Ontario, le procureur général dans ce cas-ci. Mais il mentionnait également le fait que les demandeurs n'avaient pas de l'intérêt suffisant pour agir. Il n'y avait pas de question, il y avait une preuve insuffisante aussi pour des dommages qui étaient finalement invoqués aux droits et libertés. Donc, je vous dirais que le procureur général est allé en fait pas mal sur tous les plans là, pour contester la demande à la base. Donc, il y a eu cette demande-là qui a été faite en 2020. Ça a été rejeté dans un premier temps par la Cour supérieure, donc la demande de rejet de l'action. Et il y a eu une demande de permission d'appeler à la Cour divisionnaire de la part du procureur général de l'Ontario, mais finalement, ça a été également rejeté, là, ce qui fait qu'on va pouvoir cette année traiter sur le fond là, ce dossier-là, donc avoir une décision vraiment sur les questions de fond, là, justement, de justiciabilité, d'atteinte aux droits et libertés et je dirais, de responsabilité gouvernementale en matière de lutte au changement climatique en un certain sens. Donc, ça va être certainement une décision à suivre puisque c'est, à mon avis, selon mes connaissances, une première fois qu'on va traiter vraiment sur le fond les questions de droits et libertés, là, qui est quand même, comme le présentait la professeure Cournil, un aspect extrêmement important là, de tout le contentieux climatique qui se développe à travers les pays. Bon, pardon, j'essaie de faire vite pour permettre la discussion, mais je vous mets dans l'outil de clavardage un lien d'abord général vers le Sabin Center for Climate Change Law, qui est en fait une forme de chaire de recherche de la faculté de droit de l'Université de Columbia. Donc, vous allez pouvoir retrouver notamment là, un outil qui recense l'ensemble des actions climatiques qui se déroulent à travers le monde. Et de manière plus précise, là, si vous voulez en savoir plus là, sur le dossier Mature, là, il y a une page qui est liée adressée qui présente là, ce dossier judiciaire-là. Notamment, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès, là, entre autres, là, aux différents documents de cours. Donc, vous allez pouvoir lire davantage les arguments des différents partis si vous souhaitez en prendre connaissance. Et je vous présente rapidement une décision qui a été rendue la semaine dernière par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui est une bonne nouvelle partielle, je vous dirais. Donc, en fait, dans ce cas-ci, c'est le Sierra Club de la Colombie-Britannique qui a poursuivi le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique. Cette fois-ci, en fait, c'est davantage sur la base de la responsabilité en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, il y a une loi en Colombie-Britannique qui est la Climate Change Accountability Act, qui édicte différentes obligations à la fois pour le ministre de l'Environnement et pour le gouvernement de poser certaines actions, en fait, en matière de lutte au changement climatique. Et notamment, le fait de déposer un rapport annuel qui va présenter la progression vers l'atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Donc, dans ce dossier-ci, le demandeur, il conteste la validité d'un rapport précis, là, soit le rapport de 2021, parce que celui-ci, le contenu notamment, ne respecterait pas les exigences de la loi, principalement sur deux aspects. Donc, d'abord, sur le fait que le plan, il n'y a pas de plan continu de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'atteinte des cibles qui sont fixées notamment pour 2025, 2040 et 2050. Donc, cette absence comme de bon, ça peut prendre différentes formes, mais par exemple de budget carbone pour arriver à ces cibles, donc de plans intermédiaires. Selon le demandeur, ça ne respecte pas les obligations qui sont évoquées dans la loi. Et également, parce qu'il n'y a pas de plan de réduction pour les secteurs gaziers et pétroliers, parce que la loi indique également là, des cibles de réduction sectorielles et non pas seulement annuelles. Donc, finalement, là, les conclusions qui étaient recherchées dans ce cas-ci, c'est de déclarer nul le rapport de 2021 et de demander un réexamen par le ministre de l'Environnement. Cette décision-là, moi, je la trouve quand même intéressante pour l'aspect que, dans un premier temps, en fait, le juge, il estime qu'il s'agit d'une question qui est raisonnable puisqu'elle demande de donner une interprétation des exigences législatives. Donc, il estime que, puisque la question est de savoir si un régime est conforme aux exigences législatives, c'est une question de droit et elle est donc justifiable. Donc, déjà, c'est un aspect qui est assez intéressant. Mais par contre, le juge arrive à la conclusion que le demandeur interprète beaucoup trop largement les obligations de la loi. Donc, il n'y a pas nécessairement les obligations qui étaient évoquées, notamment de fournir un plan détaillé
pour l'atteinte des cibles qui sont fixées dans la loi. Donc, de la même manière, je vais vous mettre dans l'outil de clavartage le lien vers la décision si vous voulez aller la consulter. Et ce qui m'amène sur un point rapide que je veux quand même formuler pour que vous ayez à l'esprit en fait aussi l'importance de ces lois-là qui vont mettre en place une gouvernance climatique. Donc, au Québec, l'Assemblée nationale a adopté en 2020 une loi sur la gouvernance climatique là, que je vous évite le nom complet, mais qui finalement donne quand même certaines obligations au ministre de l'Environnement, notamment de mettre en place une politique cadre de lutte au changement climatique et qui fixe certaines cibles de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est une base de loi climat là, qui a été adoptée par le législateur québécois. De la même façon, je vous mets la loi. Et on a eu aussi, en 2021, le législateur canadien a adopté la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui impose aussi certaines obligations. Donc, au-delà, en fait, je vous en parle surtout pour vous présenter le fait qu'évidemment, les procès climatiques ont une incidence sur les politiques publiques, comme l'a mentionné la professeure Cournil. Mais ce qu'on voit, c'est que même de notre côté, même si on n'a pas encore eu d'action climatique, d'action judiciaire climatique qui a eu les mêmes effets qu'en Europe, ben, le législateur a tendance quand même à réagir là, à la pression là, qui se fait sentir là, sur son inaction climatique là, qui est évoquée par certains mouvements sociaux, mouvements environnementaux. Donc, ça reste un effet intéressant à souligner des actions judiciaires ici, même si elles sont toujours en développement. Donc voilà pour cette courte présentation. Alors, merci pour cette invitation d'ailleurs. Merci beaucoup, Maître Doré. Vraiment bravo là, pour ces trois présentations-là qui sont toutes aussi intéressantes et stimulantes les unes que les autres. D'ailleurs, les remerciements déboulent sur le chat. Je pense que tout le monde est très satisfait et intéressé. Compte tenu de cet intérêt-là, justement, j'aurais tendance, avec la permission de Sylvain, qui est notre maître d'œuvre opérationnel, de faire poursuivre un petit peu la discussion et de vous inviter, à vous, les invités à la conférence, ceux qui dans l'audience, à peut-être partager vos questions dans le chat. Pendant que vous faites cela, j'aurais tendance à inviter nos trois conférencières, peut-être à échanger d'abord, mais libre à vous évidemment de voir où ça vous mènera, mais peut-être d'échanger sur un point qui semble, en tout cas, certainement être commun, en tout cas sous-jacent à vos trois présentations, à propos peut-être des grands principes juridiques. Vous, professeur Cournil, vous vouliez faire émerger un grand principe juridique nouveau. Moi, de mon point de vue d'avocat québécois, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait déjà, en tout cas, certainement des fondations très intéressantes dans les résultats de l'affaire du siècle. Et je me demandais comment ces réflexions pouvaient peut-être résonner au Québec, comme pourrait en discuter un maître Asselin Doré. Oui, je peux peut-être juste commencer. Merci pour vos présentations très, très intéressantes et inspirantes pour le cas français aussi. On a encore du chemin à faire sur le volet victime. Donc, c'est évidemment, j'y suis très sensible. Alors, sur le PGD, en France, il s'agissait d'une stratégie qui consistait à compenser une jurisprudence très nationale, consiste à ne pas donner l'effet direct à l'accord de Paris. Donc, il s'agissait de trouver une arme, une porte de secours au juge administratif qui aurait pu l'aider à donner une force sur le plan d'ailleurs des droits de l'homme, peut-être, sur le plan d'un grand principe en droit de l'environnement, et tout en lui disant que ça aurait été pertinent finalement d'aller dépasser l'effet non direct de l'accord de Paris. Ceci étant, il n'en a pas eu besoin. Il a fait une invocation, une interprétation, comme je disais tout à l'heure. Et de coup, ce principe qui est d'ailleurs discutable, qui a été documenté en doctrine, mais qui, pour l'instant, n'a, à ma connaissance, pas été réellement décliné dans le contentieux climatique, peut-être un petit peu dans le contentieux allemand.
gagne à être discuté, à être reporté devant les prétoires, puisqu'à mon sens, il pourrait être la continuité du fameux droit à l'environnement sain qui a été consacré désormais dans une résolution du Conseil des droits de l'homme en 2021, dans une résolution onusienne au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, et qui pourrait finalement se décliner sur le volet opérationnel, sur le volet d'un droit subjectif, ici appliqué au climat. Et qui a du potentiel finalement dans les contentieux climat, notamment quand il y a des argumentaires droits de l'homme et que le juge se saisit de ces argumentaires, évidemment. Maître Asselin ou Maître Doré, est-ce que vous êtes intéressé à poursuivre la réflexion à l'égard de ce que constituerait ce principe général de droit, ou en tout cas un principe général de droit qui ferait avancer les choses en droit québécois, canadien? En fait, j'en connais pas assez pour pouvoir me prononcer sur le principe général de droit comme tel. Quand la professeure Cournil, par contre, parlait de la carence écologique, pour moi, ça se rattache dans notre droit québécois vraiment à la responsabilité extra-contractuelle, en fait. Donc, chacun, incluant l'État, est obligé d'agir de façon à ne pas porter préjudice à l'autre, et ça inclut donc d'agir ou de ne pas, par acte ou par omission. L'enjeu, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est ensuite que lorsqu'on est en responsabilité extra-contractuelle, on doit prouver le préjudice et le lien de causalité. Donc, le préjudice, je crois qu'il n'est pas extrêmement difficile à prouver, mais quand on tombe vers le lien de causalité, hein, quand on regarde, par exemple, pour ceux qui connaissent le droit québécois, la décision ou les décisions dans l'affaire de Shannon pour l'eau contaminée, notamment, mais c'en est une parmi d'autres, le lien de causalité en matière environnementale, c'est toujours un grand défi. Et en matière climatique, c'est moi qui sonne avec un nouveau système téléphonique en place depuis la semaine passée. Donc, oui, le lien de causalité n'est pas si évident à prouver pour une violation en particulier, ou si on représentait, par exemple, les résidents des îles de la Madeleine qui perdent leur maison, est-ce qu'on peut vraiment attribuer cet événement précis au changement climatique, puis même de façon plus précise à l'inaction du gouvernement canadien comme tel? On s'embarque vraiment dans des débats qui sont précis, alors que pour nous, sur la violation des droits fondamentaux, c'était beaucoup plus aisé de montrer la violation comme telle, puis l'intentionnalité aussi, c'est-à-dire que le gouvernement est bien au fait, connaît bien ce qui est requis de sa part, puisque le gouvernement canadien a signé l'accord de Paris, les conventions précédentes, et année après année, ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Donc, qu'il a pris internationalement, puis les engagements qu'il a pris vis-à-vis ses électeurs, mais le droit n'est pas là pour faire appliquer les engagements politiques. Donc, enfin, ça revient à la question de la créativité. Je pense que vous avez réussi en France à trouver vraiment quelque chose de nouveau qui a su interpeller les juges. Puis, félicitations. Puis, de notre côté, on va continuer à se creuser les méninges. Juste pour préciser, tout à l'heure, je suis allée très vite sur les démonstrations des écritures des parties, mais je ne voudrais pas avoir laissé penser que les questions de séparation de pouvoir étaient absentes chez nous. Quand les associations ont essayé de montrer qu'en fait, il fallait évaluer les politiques publiques et donc proposer des mesures d'injonction sectorielle, en réalité, le juge, il a tapé en touche sur l'ensemble du travail qui a été fourni. Il a effectivement reconnu l'inaction, il a reconnu la carence fautive, il a
coup attribué et demandé une injonction de toute mesure utile, mais il n'a pas précisé les mesures utiles. C'est-à-dire qu'il n'a pas listé l'ensemble des points que les associations avaient listés, estimant que finalement, il n'est pas d'abord un administrateur et il n'est pas un législateur, le juge. Donc, il a laissé au gouvernement à la charge de nous démontrer sur du temps long, 12 mois, 9 mois, que finalement, dans son activité législative et réglementaire, il n'était pas en décrochage par rapport aux trajectoires qui s'étaient fixées. C'est un peu ce qu'on avait en tête, en fait, puis en s'inspirant de ce qui avait été fait avec l'affaire Urgenda, où effectivement, même la Cour suprême des Pays-Bas avait dit, en fait, vous devez prendre les mesures gouvernement néerlandais pour arriver à tel seuil, mais sans dicter quelles étaient ces mesures. Puis on pensait que ça nous donnait en fait plus de chances parce que justement, le judiciaire ne viendrait pas dicter aux politiques, puis ça inclut à la fois le législatif puis l'exécutif, mais quelles seraient les mesures qu'il préférait adopter pour se conformer à l'injonction, mais bon, en fin de compte, il semble que ça a joué contre nous. On ne sait pas si ça aurait pu c'est trop tard pour voir que si on avait précisé les mesures, ce que ça aurait donné comme résultat, mais je ne suis pas convaincue que ça aurait du tout que ça aurait amené un résultat plus positif. Permettez-moi de... Merci beaucoup, professeur Cournil et maître Asselin. Maître Doré, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon, merci. J'inviterai peut-être ceux qui, parmi vous, ont des questions peut-être à les poser. Je vois une question de la part de Louise Delagrave qui vient d'entrer sur le chat. Donc, je vais la lire au bénéfice de tous. Au niveau de la créativité dont a parlé Maître Asselin, a-t-on déjà considéré de bombarder les tribunaux de requêtes variés et provenant de groupes d'âge définis ou non et de groupes de milieux très larges, tout aussi variés? Cela ne serait-il qu'une perte de temps et d'argent? Tentative à la Don Quichotte, question provenant d'une enseignante à la retraite qui n'a pas de connaissances en droit. Si je peux me mouiller, effectivement, vous l'abordez, le temps puis l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, et nous, le recours environnement jeunesse, on le fait pro bono, comme on dit, c'est-à-dire en espérant obtenir aucun honoraire et parce qu'on pense que la cause est extrêmement importante, vitale même, mais chaque recours demande des ressources en temps et en argent qui sont considérables. Je n'ai pas fait le total des heures qu'on y a consacrées, mais c'est énorme. Et donc, de bombarder le tribunal de requête, non seulement ce ne serait pas très bien vu par les tribunaux, qu'on veut quand même garder dans nos bonnes grâces, mais aussi, je veux dire, il faut les préparer, les requêtes, mais ensuite, il faut les suivre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc, ça ne me semble pas réaliste comme stratégie. Oui, j'ajouterais aussi que finalement, toute la difficulté, c'est de faire ce travail de sélection et d'opportunité des recours. Ça serait effectivement mal vu de bombarder et sans doute ça serait contre-productif parce que l'effet masse peut être un repoussoir pour d'abord ça engorge les tribunaux, etc. Et puis finalement ça peut être contre-productif, mais c'est aussi réfléchir au procès de trop qu'il ne faut pas mener parce qu'on a des avancées, mais on a aussi des reculs et des reculs qui peuvent bloquer en fait des opportunités, des contentieux sur lesquels on réfléchit depuis un moment, mais dont on n'a pas encore trouver le bon angle d'attaque. Donc, il y a une forme de responsabilité aussi que les associations, d'ailleurs, sont globalement conscientes. Peut-être pas forcément toutes avec une réflexion poussée, notamment sur qu'est-ce qu'un recours stratégique, quels sont les effets pervers d'un recours stratégique. Enfin, voilà, peut-être qu'on n'a pas tous mesuré, d'ailleurs, les effets en chaîne que pouvaient générer ces contentieux, les échecs qu'on pouvait avoir. Mais voilà, il y a effectivement un dosage. On le voit là sur le recours, les recours pendants devant la Cour européenne des droits de l'homme.
par exemple, dans l'affaire Carême, je ne l'ai pas dit, mais donc il y a le requérant Carême qui donc a été débouté sur le plan de la recevabilité et qui fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. On aura les victimes des enfants, une personne malade, enfin voilà, on a toute une série de recours et avec peut-être une fermeture, un verrouillage au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme d'ici le mois de mars, enfin, courant mois de mars ou au courant de l'année, quand on aura des décisions donc, qui risquent d'être contre-productives sur l'interprétation des articles 2, 8, ou au contraire, qui vont créer un boulevard pour des recours victimes. Et là, donc, on pourra réfléchir à des stratégies plus... Pas de masse, pas de bombardement, évidemment, mais comme vous le signalez, mais peut-être par catégorie socio-professionnelle, par victime identifiée, pourquoi pas. Mais on n'en est pas là. Oui, merci. Je fais suite à des observations qui ont été faites par quelques participants dans le chat, l'outil de clavardage, à propos des peuples autochtones. Donc, je ne sais pas si l'une parmi vous désire rebondir sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. En fait, déjà, il y a une action qui se passe dans les prairies, si je me rappelle bien. Peut-être que Anne-Sophie peut... hop, elle est apparue puis disparue. Qui était devant la Cour fédérale qui a été prise par des jeunes. Donc, je ne sais plus dans quelle province, dans les prairies, des jeunes autochtones. Il y a toujours un aspect délicat avec ça, c'est-à-dire que dans les autres recours, on peut, je dirais, avoir un peu une posture entrepreneuriale, puis dire, bon, ben voici notre idée de recours, on va aller chercher un requérant, on va aller présenter ça de telle façon. Alors qu'avec les peuples autochtones, je pense qu'il y a une nécessité que ça vienne d'eux pour pas instrumentaliser leurs droits pour, dans le fond, l'intérêt de la majorité. Ce n'est pas ça l'idée. Donc, moi, je serais plus qu'heureuse si un groupe de personnes autochtones venait nous consulter en disant nous aimerions faire un recours pour faire respecter nos droits ancestraux qui sont affectés par les changements climatiques. Mais je trouve ça beaucoup plus délicat de m'imposer avec une idée puis une façon de présenter les choses sans que ça vienne d'eux. Donc, c'est plus cet aspect-là qui est délicat, mais certainement qu'ils ont des droits à faire valoir. Puis, on l'a vu sur une diapositive de la professeure Cournier, là, mais il y avait eu un recours aussi là, de la part des Inuits mené par Sheila Watt-Cloutier qui avait été mené devant les instances interaméricaines. Je pense que c'était la Cour interaméricaine des droits de l'homme, si je ne me trompe pas. Mais non, il y a des choses qui se passent là, de ce côté-là aussi. Simon Bernier suggère un nom de recours là, devant la Cour d'appel. Je vous demande pardon parce que je ne m'aventurerai pas à prononcer le mot de la partie. Là, donc, je vous laisse aller regarder dans le clavardage. Il y a Là, bon, il est déjà 1h11, il y a énormément. J'ai l'impression qu'on commence à peine la discussion puis qu'on pourrait durer comme ça toute l'après-midi. Ce sera peut-être partie remise, mais il va falloir à un moment donné libérer les gens qui nous ont accompagnés lors de cette très intéressante discussion. Je vous proposerais de peut-être rebondir comme vous l'entendez sur l'un ou l'autre des sujets. Il y a quelqu'un dans le clavardage qui suggérait d'élaborer à l'égard du droit de la consommation. Quant à moi, j'ai beaucoup d'interrogations à l'égard de la preuve qui devrait peut-être éventuellement être faite. Là, en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, ça s'est passé de façon quand même assez facile, mais il me semble qu'il y a des fardeaux qui pourraient finir par s'imposer et qui seront très difficiles à relever. En tout cas, donc, je vous laisse, mesdames, explorer les sujets qui vous tentent pour finir.
Oui, en fait, je peux peut-être rapidement faire un petit point sur l'aspect droit de la consommation. En fait, le professeur Cournil a quand même commencé à l'évoquer là en fin de présentation, mais c'est cette idée aussi que ben, il y a bon, comme en fait, il y a de plus en plus d'engagement des gouvernements pour la lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font des déclarations, par exemple des déclarations qu'elles seront carboneutres, elles aussi, d'ici 2030, 2050, différentes échéances, en fait. Mais il y a cette idée, finalement, que qu'est-ce que ça veut dire, cette carboneutralité-là? Comment est-ce qu'on définit aussi ces engagements-là qui sont pris par des entreprises, par un secteur privé, s'il n'y a aucun encadrement, en fait, de qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a différents, en fait, qu'on appelle scope dans les engagements qui sont pris en matière de carboneutralité. Donc, il y a aussi cette question-là de quand une entreprise fait ces déclarations-là, qu'est-ce qu'elle va inclure? Est-ce qu'elle va inclure seulement la production de son produit, la consommation, les déplacements, le transport de ces produits? Donc, vous voyez, il y a différents facteurs à prendre en cause. Mais il y a aussi l'idée même, en fait, que les déclarations des publicités qui sont faites par des entreprises peuvent être trompeuses parce que finalement, elles laissent entendre qu'elles vendent un produit qui est carboneutre, qui est vert, qui va aider la lutte au changement climatique, même dans certaines circonstances. Mais dans les faits, scientifiquement, c'est peut-être pas nécessairement le cas parce que notamment on a des balises qui sont assez larges finalement, qui permettent aux entreprises de faire différentes déclarations climatiques. Donc l'idée, ben, c'est avec le droit de la consommation justement de protéger le consommateur vis-à-vis de ce marketing vers et cet éco-blanchiment climatique, donc de finalement y aller davantage sur le droit de la consommation dans cette perspective-là. Je peux peut-être laisser le professeur Cournil qui avait aussi ouvert son micro là, poursuivre sur la question. Non, j'ai pas de précision. Vous avez tout à fait bien résumé ce dont je voulais parler. Effectivement, cet angle-là est essentiel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir vu des recours, des actions paradjudiciaires. J'en parlais tout au début de l'intervention, mais on a vu au moment du mondial une discussion plurinationale, donc, puisque ça a été porté en France et puis dans d'autres pays européens, à propos de la communication sur le mondial et l'accueil du mondial au Qatar, et notamment de la communication de la Fédération internationale de football et autour finalement de l'empreinte carbone de ce mondial et des allégations climatiques notamment que ça aurait été le mondial le plus décarboné jamais organisé. Voilà, un certain nombre de collectifs ont saisi les autorités de surveillance de la publicité. En France, le jury de déontologie publicitaire, et on voit quand même depuis un an quelques autres saisines. Alors tout le monde peut le faire, ce sont des citoyens qui discutent en fait une publicité qui est sortie dans la presse, une publicité sur des sites internet, etc., et qui vont demander à ce jury de revoir, discuter finalement les allégations portées sur un avion neutre en carbone, une voiture faible en émissions, etc. Et donc, effectivement, plus on sera précis sur les enjeux de neutralité, sur les définitions de neutralité, y compris sur le plan réglementaire, vous en parliez à l'instant, hein, le scope 1, 2 et 3, plus ce type de démarche va être opéré, puisqu'on va demander à ce que les acteurs privés soient cohérents au regard de leur politique commerciale, leur politique de communication, pour ne pas tromper le consommateur, le citoyen dans l'absolu. Merci beaucoup, professeur Cornil. Alors, en fait, je vous remercie toutes les trois pour ces présentations extrêmement intéressantes, très riches, très fécondes, qui vont nourrir la réflexion de nos participants à l'activité, j'en suis certain. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, d'avoir
écouté, semble-t-il, avec beaucoup d'attention et d'intérêt nos conférencières. Félicitations aussi à Sylvain qui, pour le CRDP, a réussi à nous réunir tous dans cette activité-là. Ça semble avoir stimulé énormément d'intérêt, attiré beaucoup de gens, donc c'est certainement quelque chose à refaire. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et surtout à bientôt, j'espère.